Bienvenue si vous nous rejoignez dans le 10h midi. Entre 11h et midi, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Arnaud Benedetti. Bonjour, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Éric Verhaeghe, bonjour, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour, et on vous retrouve tous les lundis dans la matinale de Sud Radio. Et Jérôme Rivière, bonjour, vous êtes député européen du Rassemblement National. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va parler évidemment d'Agnès Buzyn, qui est la nouvelle candidate La République En Marche à Paris. Alors, on ne parle pas que des municipales à Paris, mais c'est quand même important de voir que notre ministre de la Santé a quitté son ministère pour s'engager dans la bataille de Paris. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle peut gagner? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que vous comprenez ce choix? On va évidemment revenir ce qui a occasionné cette nouvelle candidate, c'est-à-dire l'affaire Griveaux, irresponsable mais pas coupable. C'était hier dans le journal du dimanche. Je rends au journaliste du journal du dimanche cette phrase que j'ai trouvée assez juste. Et existe-t-il un vrai risque d'ingérence étrangère? Comment comprendre cette affaire Griveaux? On en parle avec vous. 0826 300 300. Commençons peut-être avec Arnaud. Non, mais on va peut-être le faire après parce que ça va nous amener sur le sujet. Alexis, je ne sais pas quel est votre coup de gueule. Mon coup de gueule, c'était sur l'open bar nucléaire, la visite des infrastructures nucléaires de la France à nos partenaires de l'OTAN. Alors c'est bien qu'on ait des partenaires et qu'on soit transparent. On critique d'un côté l'absence de vie privée, etc. Est-ce que c'est une bonne chose de faire visiter un site stratégique français, même si c'est soi-disant nos partenaires? Alors à qui on l'a fait visiter? À nos chers membres de l'OTAN en disant venez, on va vous montrer. Alors qu'il y a ce débat aussi sur faut-il mettre à disposition des alliés européens l'arsenal français. Ça me semble être une drôle de stratégie. Alors peut-être c'est pour prôner l'ouverture et la transparence d'un côté, mais quel est le but in fine? Est-ce que c'est de dire que la France n'a plus les moyens de l'entretien de son arsenal? Est-ce que c'est pour dire qu'on souhaite le partager, qu'il va falloir peut-être avoir un budget européen de la défense nucléaire ou pas? Parce que les Anglais partant, ça devient compliqué. Alors il faut l'assumer, il faut le dire autrement dans ce cas-là. Mais ça pose une vraie question parce que c'était quand même un des atouts de ce pays que d'être un des rares pays du club nucléaire. Alors on peut ne pas aimer, évidemment, c'est pas quelque chose de souhaitable, la guerre, etc. Mais ça n'empêche, ce qui fait qu'on a un siège aussi au Conseil de sécurité. Et encore une fois, ce débat qui revient, faut-il partager le siège? Enfin, ce côté, il faudrait fondre la souveraineté française dans une souveraineté européenne ou autre. À mon avis, il faut pas le prendre à la légère. Et je pense que ça en froisse plus d'un, y compris au sein du ministère de la Défense. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'on va y revenir au cours de l'émission, parce qu'en réalité, je pense que le calcul d'Emmanuel Macron, pour une fois, je vais dire du bien d'Emmanuel Macron, et sans me forcer, je pense que son calcul n'est pas absurde. Consiste à dire que finalement, si l'Europe veut devenir une puissance, ce qu'elle mérite, elle ne peut pas l'être sans une force militaire indépendante de celle des États-Unis et sans sortir d'une façon ou d'une autre du parapluie nucléaire américain. Et ce qu'Emmanuel Macron est en train de proposer à ses partenaires européens, c'est un parapluie nucléaire français pour l'Europe. Ça, je crois pas qu'on en a la capacité. À Munich, Jérôme Rivière. Et dans son discours devant son discours à l'école de guerre, c'est ce qu'il a dit. Et je trouve que le calcul peut paraître très ambitieux. Moi, je pense que la France a raison d'être ambitieuse. Je ne suis pas de ceux qui disent que la France est une petite puissance. Et de ce point de vue-là, je trouve que son calcul n'est pas absurde. Et à mon avis, ça lui cause bien des problèmes intérieurs, parce que s'il y a bien une puissance aujourd'hui qui a envie de déstabiliser Emmanuel Macron sur le plan intérieur, c'est les États-Unis qui ont tout à perdre dans cette opération. Je crois vraiment que ça n'est pas le signe d'une France ambitieuse. Je crois que c'est le révélateur d'un Emmanuel Macron extrêmement faible. Parce que la réalité de la dissuasion nucléaire, c'est qu'elle repose sur des capacités technologiques importantes, de la recherche, du développement, des armes,
mais elle repose aussi sur la crédibilité de celui, et ça ne peut être qu'une seule personne, capable de prendre la décision d'appuyer ou non sur le bouton. La dissuasion, elle doit reposer sur le fait que l'adversaire se dit, j'ai face à moi quelqu'un qui peut éventuellement, parce que les conditions s'y prêtent, engager l'arme nucléaire. Vous ne partagez pas ce genre de choses, et ça ne se fait jamais dans une cogestion ou une codécision. C'est la certitude que ça ne fonctionne pas. Il n'a pas proposé de partager la décision. C'est ce qu'il propose. Il propose, et d'ailleurs il le fait avec le siège au Conseil de sécurité, où aujourd'hui on a notre diplomatie française qui est en concertation permanente avec les Allemands pour savoir si ce qu'on va proposer au Conseil de sécurité des Nations Unies convient ou non à la diplomatie allemande. La dissuasion nucléaire, ça ne se partage pas. Et au-delà de simplement une arme, c'est toute une technologie, toute une industrie qui est entraînée par cette dissuasion nucléaire. Les grandes entreprises de défense françaises ont besoin qu'elle reste totalement française. On ne va pas encore céder à des demandes allemandes supplémentaires pour demain matin laisser des pans entiers de cette industrie qui est extrêmement puissante, pointue, et qui est stratégique et qui conduit beaucoup de choses. On ne peut plus le faire sans l'Allemagne. Je vous rappelle que dès qu'il y a une vis allemande sur une arme française, on est obligé d'avoir l'aval des Allemands. Juste un mot, je partage le constat d'Éric, mais je ne donne pas la même note qu'Éric au constat. C'est vrai que tout le discours européen d'Emmanuel Macron depuis maintenant, depuis d'ailleurs sa campagne présidentielle, c'est de dire de toute façon il faut construire une souveraineté européenne parce que tout simplement les États-nations sont insuffisamment forts pour finalement défendre leurs intérêts dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Le problème de fond, c'est que la souveraineté, ça ne se partage pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça ne se partage pas. On le disait déjà au XVIe siècle, je crois. Guillaume Baudin disait la souveraineté ne se partage pas. Et il y a un autre point qui montre l'affaiblissement de la France. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est le Conseil européen de l'Agence spatiale européenne. Je rappelle que la France était le premier contributeur spatial au budget européen depuis toute éternité. C'est historique avec le rôle du CNES, du Centre national d'études spatiales. Au dernier Conseil européen de l'Agence spatiale européenne, le premier contributeur, quel est-il ? C'est l'Allemagne. Ça en dit long quand même aujourd'hui sur l'affaiblissement de la France dans le concert européen. Mais parce que ça fait longtemps que l'Allemagne a parié sur les institutions européennes, alors que la France s'en est débarrassée ou l'a pris à la légère. C'est un investissement de long terme que les Allemands sont en train de récupérer. On ne va pas faire tout le sujet, toute l'émission là-dessus, mais en tout cas, c'est un sujet extrêmement important. Et tous vos... Oui, ça mériterait. Et tous vos coups de gueule ou coups de cœur sont liés à l'Europe. Jérôme Rivière, vous aussi, c'est un coup de gueule. Oui, mon coup de gueule, c'était sur le fait qu'aujourd'hui, avec cette mondialisation, on a engagé des délocalisations massives qui nous conduisent aujourd'hui à avoir 97% de nos médicaments qui sont produits en Inde ou en Chine. Et donc, face au risque sanitaire du coronavirus, on va découvrir au fur et à mesure qu'on est dans une situation de dépendance extrêmement forte vis-à-vis de pays dont on contrôle très très mal la sécurité sanitaire. Et de voir, le hasard fait que j'avais ce coup de gueule, j'y avais réfléchi hier avant d'entendre que la ministre de la Santé, Madame Buzyn, quitter ses fonctions pour être candidat à la mairie de Paris, je suis mais alors totalement stupéfait. On nous explique qu'il y a une urgence sanitaire et on a une réalité, un combat à mener, et la ministre de la Santé s'en va pour aller voler dans une élection pour laquelle elle est visiblement pas préparée. On va y revenir. Mais ce chiffre de 97%, c'est-à-dire 97% des médicaments, peut-être Éric Véra qui connaît bien ce secteur, c'est un chiffre... un peu moins, 90%, mais c'est vrai qu'on a beaucoup externalisé notre production pharmaceutique en Chine, et que c'est le vrai sujet. Chine-Inde est dans cette région, et que c'est évidemment le sujet du coronavirus, qui est que les Chinois ne seront peut-être plus en mesure de produire les molécules. Mais rappelons-le, c'est pas lié au corona. Déjà au mois d'octobre, la ministre Buzyn s'était fait méchamment allumer sur les pénuries de médicaments en France qui sont liées à l'externalisation de notre production. C'est pas lié au corona, mais le coronavirus qui vient bloquer l'économie chinoise va rajouter à cette immense difficulté. Je ne sais pas si la pénurie de médicaments est liée à la fabrication. Ce sont les labos eux-mêmes qui estiment qu'en France, on a tout petit peu le sujet. Certains médicaments ne sont pas suffisamment remboursés, donc ne produisent pas suffisamment certains médicaments parce que le marché français ne les intéresse pas. Il y a eu au passage un livre blanc assez bien fait du MEDEF au mois de janvier sur la notion de souveraineté sanitaire. Et en effet, le MEDEF, qui n'est pas ma tasse de thé, a proposé un certain nombre de mesures concrètes pour faciliter la relocalisation d'un certain nombre d'activités pharmaceutiques qui sera
tôt ou tard le même problème que l'alimentaire. C'est ce qu'on peut éternellement et c'est vivre dépendant des autres. C'est ce que je trouve un peu effrayant, c'est le constat qu'on peut faire dans tous les domaines, que ce soit celui de la défense, que ce soit celui de la sécurité sanitaire, c'est que la mondialisation nous a affaibli collectivement. On s'est lancé dans une course à du profit effréné, et je suis capitaliste, c'est-à-dire que celui qui met son capital, il doit faire du profit ou doit le perdre. Aujourd'hui, c'est de la financiarisation qu'on a lancée, et on a exposé nos concitoyens en France, parce que notre responsabilité en tant qu'élus français, c'est les Français, on les a exposés à d'immenses dangers, et on réalise au fur et à mesure que tous ces tenants, Macron en étant le premier, ces tenants de la mondialisation, en fait, exposent la sécurité des Français dans tous les domaines. J'ai du mal à comprendre comment on peut encore aujourd'hui défendre ce système. Éric, un coup de cœur ? Moi, j'ai un coup de cœur parce que je suis un grand optimiste. Voilà. Est tombé ce week-end une étude qui montre un bilan qui montre que la production de CO2 liée à l'énergie a diminué de 20% en 2019 en Europe. Ce qui montre que, au-delà des postures qu'on entend sur vous ne faites rien, un grand méchant pour l'écologie, en réalité, il y a des mesures concrètes qui sont prises et qui ont un impact probablement insuffisant, probablement trop lent. Mais le discours pessimiste, collapsologique sur tout va s'effondrer parce qu'on ne fait rien, il est en partie pipoté, puisqu'en réalité, on fait des choses, on utilise moins de charbon. Pour la première fois, l'énergie éolienne a produit plus d'électricité en Europe que le charbon en 2019, ce qui montre que... Alors moi, je suis contre l'éolienne parce que je trouve ça horrible comme moyen de production, mais ça montre qu'on n'est pas dans l'inaction et que tout ne va pas à volo comme on essaye de nous le faire croire dans une atmosphère dramatisante. Bon. On va passer au coup de gueule d'Arnaud dans un instant. Je voudrais juste, moi, vous signaler quand même, c'est plus la stupéfaction. Une soixantaine de jeunes de cité à Marseille ont pris pour cible l'hôtel de police de Marseille pour réclamer la libération de 2 braqueurs, d'un magasin, d'un Lidl. Il y a eu un braquage dans un Lidl. Un gamin qui est mort. Un jeune de 19 ans est mort parce qu'il avait quand même visiblement braqué un fusil à pompe sur les policiers. Les 2 autres ont été évidemment arrêtés et mis en prison. Et donc, c'est surtout l'interrogation que j'ai, c'est comment aujourd'hui des gens peuvent se dire qu'on peut prendre d'assaut un commissariat. Et en plus, ça date pas de... Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Surtout un hôtel de police. Quelle est l'autorité de l'État aujourd'hui et de la police quand on voit que ce genre de choses et qu'on en parle finalement assez peu dans les médias. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais on n'en parle pas dans les médias. Qu'est-ce qui passe dans la tête de ces gens qui créent des embuscades aux pompiers, aux forces de police qui viennent dans les quartiers? Enfin, c'est 150 quartiers. Une expédition punitive. Oui, mais c'est pas comme c'est-à-dire que la police est vue comme une bande adverse. C'est pas vu comme le bras armé de l'État. On est rentré dans autre chose. J'ai découvert ce chiffre hier effrayant. Aujourd'hui, en France, on a 120 attaques par jour au couteau. Ça fait 43 000 attaques en France chaque année au couteau. C'est un chiffre qui en dit long sur l'affaiblissement de l'État, l'effondrement de l'État. 43 000 attaques chaque année au couteau. Comment peut-on vivre dans une société qui finalement accepte sans broncher cette défaillance de l'État? C'est stupéfiant. Cela dit, on peut se demander aussi, ça nous amènera sur l'affaire Griveaux, pourquoi Piotr Pawlenski n'a pas été arrêté avant après les coups de couteau du jour de l'an. Il a fallu attendre cette affaire. Arnaud, vous, c'est en lien avec l'affaire Griveaux. C'est lié au malheur de Benjamin Griveaux. C'est finalement cette espèce de levée de bouclier contre les réseaux sociaux qui serait responsable de tous les malheurs de la Terre et du monde. Je crois qu'à un moment donné, le discours extrêmement critique vis-à-vis des réseaux sociaux touche à ses limites. Parce que d'abord, je rappelle une seule chose sur le plan historique, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait les libelles, vous savez. Et les libelles, ils ont contribué, mais amplement, à déstabiliser l'image du pouvoir royal. Donc ce type de procédé n'est pas nouveau. C'est pas parce que ça a existé par le passé qu'il faut s'en réjouir aujourd'hui et s'en consoler. Mais c'est quand même une réalité historique et il faut toujours mettre un peu en perspective historique ce que nous sommes en train de vivre. Ensuite, j'allais dire, les réseaux sociaux ont bon dos dans cette affaire. Évidemment, les réseaux sociaux existent, évidemment. Ils viralisent un certain nombre de contenus plus ou moins douteux. C'est une réalité, il ne faut pas le nier. La réalité, c'est que quand vous êtes un responsable et que vous avez été socialisé dans un monde politique où la communication numérique joue un rôle essentiel, vous ne vous mettez pas en situation de vous exposer d'une telle manière que ça peut vous revenir comme dans un boomerang, comme un boomerang. La réalité, elle est là, donc il faut arrêter de faire porter aux réseaux sociaux une responsabilité qui n'est pas la leur. Et moi, je rajouterais quelque chose. Je dirais aussi, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux,
Parce que les réseaux sociaux sont certes un horrible défouloir, mais cet horrible défouloir, il permet peut-être aussi à un moment donné de décompresser socialement la société. Parce que sans les réseaux sociaux, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui, compte tenu du niveau de frustration sociale qui existe dans le pays. Il y a aussi, de ce point de vue-là, une analyse à faire sur le rôle parfois cathartique des réseaux sociaux, parce qu'en effet, il y a un vrai ressentiment, il y a une vraie frustration. Alors évidemment, je suis d'accord, il faut respecter la vie privée, c'est une nécessité. Mais je crois qu'aujourd'hui, la tentation d'un certain nombre d'autorités de passer à une étape de surcensure des réseaux me paraît en effet beaucoup plus inquiétante que le rôle des réseaux sociaux. On va en reparler dans un instant. 0826 300 300. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On va parler d'Agnès Buzyn qui quitte donc son ministère en pleine affaire effectivement du coronavirus, de crise des hôpitaux et puis de l'affaire Griveaux que vous évoquiez à l'instant, Arnaud Benedetti. Sur les réseaux sociaux, peut-être une réaction, parce que c'est vrai que ça fait partie des débats qu'il y a eu, la responsabilité des réseaux sociaux, la levée de l'anonymat qui dans cette affaire-là pour le coup ne changerait strictement rien. Éric Verhaeghe. Je pense qu'il y a la responsabilité des réseaux sociaux en général et il y a le cas Griveaux qui n'est pas totalement emblématique, parce que ce qui s'est passé avec Griveaux, c'est d'abord deux grands comptes, comme on dit, à savoir Joachim Sonforger, député ex-En Marche, qui a flingué son propre petit camarade en dévoilant avec son compte affublé de 50 000 ou 60 000 followers, comme on dit, dans le jargon moderne. C'est lui qui a, d'une façon ou d'une autre, dévoilé la mèche, ou en tout cas qui l'a répandue. Et donc, on n'est pas vraiment dans le cas des réseaux sociaux avec ce que moi, j'ai pu voir par ailleurs sur mon compte personnel, c'est-à-dire des comptes d'astroturfing, c'est-à-dire des faux comptes, comme le maire de Saint-Gervais s'en est plaint, des faux comptes qui vous assaillent de rumeurs, d'accusations, de diffamation. Là, on a quelqu'un qui est un député de l'Assemblée nationale qui a sciemment répandu la rumeur qu'il avait probablement, on ne sait pas comment il l'a connue, mais en tout cas, il en était possesseur et il a fait le choix de la rendre publique et de l'éventer. Donc là, on n'est pas du tout dans le cadre de l'utilisation de l'anonymat sur les réseaux sociaux. On est dans le cadre de l'utilisation par un édile de la République d'une diffamation, en tout cas d'une violation de la vie privée, c'est ça, à dessein de nuire, ce qui est un cas très différent. Alors, c'est de la politique. Et alors pourquoi Sonforger a joué ce jeu-là? Oui, on peut poser la question. Mais un auditeur nous dit où est la vie privée lorsque Griveaux lui-même se montre sur les réseaux sociaux alors que tout le peuple peut le voir. Il n'a pas été pris par la serreuse de son bureau. Non, je suis désolé, c'était une vidéo privée. C'est-à-dire, ça veut dire que chez vous, ça veut dire, cette affaire est quand même assez grave de ce point de vue-là, c'est que ça veut dire que ça peut vous arriver à vous aussi. Elle montre une chose, que je pense il y a un danger, le piège se referme en fait de ce qu'a été l'irruption des réseaux sociaux dans la vie des gens. Facebook, la promesse de Facebook, c'est la transparence. C'est vous mettez vos photos de vacances, les photos des gosses, etc. Et vous vous rendez compte que finalement, votre vie privée, vous êtes content de l'afficher à tout le monde. La frontière, il y a une hybridation entre le public, le privé, parce que chacun voulait son quart d'heure de gloire à la Warhol, qui a été offert par Facebook et qui se finit là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent plus ce que c'est que la vie privée. Ou alors finalement, ils se disent oui, mais attendez, on nous a promis ça. Ce qui est rassurant, c'est que la jeune génération, elle quitte Facebook. Elle a compris que c'était pas là que ça se passait et qu'elle fait attention. Alors, elle va sur Snapchat. Ouais, elle va sur Snapchat, mais elle a d'autres pratiques. Elle a d'autres pratiques. Alors, elle aussi, elle s'est fait avoir, mais je pense qu'il y a un apprentissage aussi du piège des réseaux sociaux. Et c'est pas le cas Griveaux. C'est quoi? C'est quelqu'un qui utilise la technologie. C'est un téléphone portable. Mais il y aurait eu un téléphone portable à l'époque de Chirac. On en aurait vu des selfies comme ça. Il y en avait pas. Tant mieux pour les politiques de l'époque. Maintenant, il y en a. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec leur époque. Et derrière, il faut soutenir qu'il y avait la conférence de la sécurité de Munich qui avait lieu la semaine dernière. Zuckerberg, on va en parler. Oui, mais jusqu'où ça va? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez bien que quand vous parlez, vous avez parfois des pubs qui correspondent, qui vous arrivent sur votre portable et qui correspondent à ce dont vous parlez. C'est bien le piège de Facebook. Ces gens-là sont là pour aller au sein de votre vie privée et en faire un business. Donc, à un moment, il va falloir aussi se rendre compte que c'est pas eux qui vont soigner la plaie. Au contraire. Alors, je suis contre la censure. Ces lois qui sont contre les discours de haine sont des faux nez de lois de censure. C'est une question de l'utilisation raisonnée. C'est une question d'apprentissage, une question d'éducation.
Après, il faut pas dire c'est la photo russe et aux réseaux sociaux, parce que Benjamin Griveaux était assez con pour envoyer des photos de sa bite à quelqu'un. Je voulais réagir que c'est dit avec les non mais pas que des photos, une vidéo. Ouais, une vidéo. Jérôme Rivière. Oui, je voulais réagir par rapport à ce qui avait été dit sur ce sujet. J'ai écouté Benjamin Griveaux, sa conférence de presse, il parle de violence. En expliquant que c'est terrible, c'est très violent. Donc, je ne veux pas minimiser ce qu'il subit, c'est effectivement très violent. Je ne veux pas cautionner ce qui s'est produit, mais on peut aussi, une fois que c'est fait, se poser la question des raisons pour lesquelles a eu lieu une telle violence. Vous êtes sur la ligne de Marine Le Pen. Mais depuis qu'Emmanuel Macron est là, on a une croissance de la violence dans la société. Oui. Et les violences qu'a subies Benjamin Griveaux sont sans doute extrêmement dures, très pénibles, surtout pour sa famille. Mais elles n'ont rien à voir avec des violences physiques qu'ont subies un certain nombre d'élus. Je vous rappelle qu'on a régulièrement, nous, pour le Rassemblement national, des permanences qui sont attaquées, des élus qui sont frappés. On a une violence qui est d'une autre nature. Vous avez en plus, dans la société française, et il faut bien le dire, vous aviez précédemment quelqu'un des Gilets jaunes qui était venu s'exprimer, on a une violence physique avec ce quinquennat d'Emmanuel Macron, qui finalement, c'est le retour de bâton, c'est le boomerang qui revient. Je vous invite à lire. Je crois que là-dessus, on ne peut pas le minimiser, et c'est un peu facile de la part de Benjamin Griveaux aujourd'hui de se victimiser totalement. Il a participé à la construction de cette violence. Oui, alors là où il a réussi, c'est peut-être la seule chose qui a réussi finalement Benjamin Griveaux ces derniers mois, c'est sa stratégie de communication de sortie de la campagne, parce que finalement, d'une certaine façon, il est parvenu finalement à déplacer le débat sur sa propre responsabilité dans l'origine de ce qui s'est passé, sur la question finalement dont on est en train de débattre, la question de la vie privée et de la vie et de la vie publique. On voit bien que c'est là-dessus que s'est focalisée la sortie de crise. Donc ça, c'était vraisemblablement pensé et volontaire de la part des gens qui ont conseillé Benjamin Griveaux pour prendre cette décision et pour la mettre en forme. L'autre question quand même fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de l'écosystème des hommes publics, des hommes politiques. Si tous ceux qui, parmi les hommes politiques ou les hommes publics, critiquent les réseaux sociaux, continuent à être sur les réseaux sociaux, c'est que quelque part, ils cautionnent les réseaux sociaux. Quand on ne veut plus être sur un outil ou sur un instrument, on en sort. Pourquoi n'en sortent-ils pas? Sauf qu'ils les utilisent quotidiennement, eux, de la même manière. Vous ne voyez pas de limite entre je vais vous dire, regardez l'histoire des médias. Tous les médias nouveaux ont subi des critiques radicales à leur naissance. Le problème, c'est qu'un média, pour qu'il parvienne à se stabiliser, il lui faut du temps. Et les réseaux sociaux sont un média comme un autre. Et donc, il faudra du temps pour qu'on commence à avoir un usage peut-être raisonné des médias sociaux. Un usage raisonné relatif, parce que tous les médias, aujourd'hui, connaissent encore aujourd'hui des dysfonctionnements, y compris la presse écrite. Il y a deux choses, parce qu'il y a à la fois l'outil que nous utilisons et la façon dont on en fait. C'est-à-dire que les discours de haine, c'est des gens qui tapent derrière, qui ont ce discours. C'est pas les réseaux sociaux qui les inventent, c'est des gens, des personnes, des citoyens. Et puis, il y a les algorithmes, qui sont des boîtes noires et qui là posent question, parce que derrière vous avez, on propose la vie privée, mais il n'y a pas de transparence du côté de la boîte noire que sont les algorithmes de Facebook, de Twitter et de Google. Et ces réseaux sociaux aussi sont en train de mettre en place une société de la surveillance généralisée pour tout le monde. C'est-à-dire que on vous traque si vous avez Google, Google Maps, c'est à peu près tout ce que vous faites, et pourtant on c'est pas les réseaux sociaux en tant que tel, c'est numérique. Là on part. On est en train de rentrer dans quelque chose d'autre. C'est dommage qu'on ne dise pas, que vous ne disiez pas autour de cette table une vérité simple, c'est que quand même, si Benjamin Griveaux ou Dupont ou Durand ont envie de se masturber devant une caméra, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais je le disais ce matin. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est que tout le monde a intériorisé aujourd'hui le fait que se masturber devant une caméra est un acte quasi délictueux qui amène à sortir de la vie politique. Pas du tout. C'est ça qui est gênant. Non, pas du tout. Moi, ça m'a rassuré de savoir que Benjamin Griveaux avait une vie sexuelle épanouie et que c'était un bon vivant et qu'il prenait son pied comme il voulait
On va continuer. Je vous donne la parole, Jérôme Rivière. Si vous voulez réagir sur Sud Radio, 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio, avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement National. Jérôme Rivière, vous voulez réagir donc à ce que disait Éric Verhaeghe? Parce que chacun fait chacun fait ce qu'il veut de sa vie sexuelle. Ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas l'opinion publique. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de délit, il n'y a pas de crime. La réalité, c'est que quand on est un homme public, quand on est un élu, on se met en scène. On fait une mise en scène. Donc moi, la question que je me pose dans ma vie, c'est est-ce que je suis capable demain matin d'avoir une telle ou telle chose que je réalise dans ma vie privée qui serait brutalement mise devant l'opinion publique? Est-ce que je sais vivre avec? C'est la moindre des choses quand on est un homme politique de se poser cette question. Oui, Jérôme Cahuzac ne se l'était pas posé non plus. C'est toute la réalité de ces gens-là, c'est qu'ils se pensent au-dessus des lois, mais est-ce que tous autant que nous sommes, on n'a rien à se reprocher? Est-ce que vous êtes sûr que dans votre vie, on ne peut pas vous reprocher? Je suis sûr qu'on peut me reprocher beaucoup de choses. La question de savoir est-ce que vous savez vivre avec, est-ce que vous pouvez continuer à vivre vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de ce que vous est cher. Visiblement, Benjamin Griveaux n'avait pas réfléchi à la conséquence de la diffusion de ces images. Les images en soi, c'est sa vie. S'il était capable de les assumer, d'ailleurs, ça n'aurait pas fait un immense débat. C'est vrai que le sujet en France, il est d'autant plus aigu qu'il y avait jusqu'à quelques années un vrai respect quand même de la frontière entre le public et le privé. C'était la tradition de la presse française. Je rappelle que quand même, la presse française a pendant 15 ans tue la vie morganatique du président de la République, François Mitterrand. C'était scandaleux que les Français soient pas au courant. Et sûrement d'autres choses. Et certainement d'autres. Mais donc, en l'occurrence, il y avait cette frontière. On voit que cette frontière est en train de disparaître progressivement. Elle n'a pas d'ailleurs disparu forcément avec les réseaux sociaux. Elle a déjà commencé à disparaître avec François Mitterrand. Je rappelle que les publications des photos de Mazarine étaient des photos qui étaient à l'origine non voulues. Et le président de la République a fini par donner son accord pour la publication de ces photos. Donc déjà, il y avait eu une première transgression. Il y a eu ensuite tous les épisodes liés à un certain nombre d'hommes politiques qui ont été pris par des paparazzis et dont les photos avec des maîtresses multiples et variées ont pu être publiées dans la presse People. Bon, les réseaux sociaux ont accéléré ça. Vous êtes aux États-Unis ou vous êtes en Angleterre, la question du public et du privé ne se pose pas, parce que de toute façon, dans la culture anglo-saxonne, on considère que de toute façon, la personnalité privée dit quelque chose sur la personnalité publique. Ce qui n'est pas tout à fait faux non plus, parce qu'il y a une hypocrisie française aussi de ce côté-là, de dire qu'on peut saucissonner l'homme public de l'homme privé, c'est quand même assez artificiel. C'est limite. Donc, en l'occurrence, la vraie question, c'est de savoir, quelqu'un qui, encore une fois, se veut responsable, qui connaît le fonctionnement du système aujourd'hui, qui ne peut pas l'ignorer, est-il véritablement responsable lorsqu'il met lui-même en danger sa vie privée. Parce que le problème, il est là. Si vous voulez protéger votre vie privée, vous pouvez la protéger. Mais lorsque vous la mettez en danger, là, il y a un problème. Je pense qu'il a été effectivement extrêmement totalement imprudent. Mais il avait envoyé, pour être très précis, je ne sais pas si nos auditeurs lisent tout ce qui se passe sur le sujet, sur Messenger, avec ces vidéos qui devaient s'autodétruire, comme dans James Bond. Sauf qu'on sait qu'on peut les enregistrer. Sauf que lui ne devait pas le savoir, en fait. Lui, il pensait qu'il était tranquille. Au bout d'une minute, la vidéo disparaissait. Donc il a été d'une légèreté, effectivement. Ça manque de professionnalisme. Moi, je trouve quand même ce genre d'argument, Arnaud, est sévère. Moi, sévère, et deux, démocratiquement gênant, parce que ça signifie que quelqu'un qui, n'ayant pas de responsabilité publique, à un moment donné de sa vie, s'amuse comme il veut, devient un jour élu. On va aller chercher des vidéos de l'époque où il n'était pas élu. On va lui dire « Ah oui, mais alors vous deviez bien savoir ». Et c'est comme ça qu'on justifie une forme de réaction morale qui, moi, me choque, de puritanisme, qui n'est pas conforme à la vie démocratique, parce que si chacun a le droit d'avoir sa vie privée, et il n'est pas normal qu'on dise « Ah bah oui, mais alors si vous n'avez pas une vie privée de moine », à ce moment-là, vous n'avez aucune chance de on retombera dessus. Mais bien sûr que, évidemment, que l'argument d'Arnaud conduit un jour à dire « Ah, mais de toute façon, il n'y a pas de droit à l'oubli ». Si comme homme politique, vous utilisez votre vie privée pour faire votre promotion et obtenir des voix, il est logique que les Français s'attendent à ce qu'il n'y ait pas d'écart. Si vous expliquez que ce qui compte pour vous dans votre vie, c'est votre famille, vos femmes, vos enfants, et que c'est le modèle... Votre femme, pardon, vos enfants... Je vais quand même renvoyer la balle dans votre camp, cher ami.
lapsus non révélateur. Dans les années 80, c'est toute la on difficulté. avait pris sur une plage de mémoire de Nouvelle-Calédonie, en photo, un homme politique en train de faire du naturisme qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et à l'époque, ça n'a pas suscité son désir de démissionner parce que il y a 20 ans, en France, 30 ans, se balader à poil sur une plage quand on était homme politique, ça ne posait de problème à personne. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui appartiennent à un parti dont le président n'a pas démissionné parce qu'il a été pris en photo à poil sur une plage naturiste, nous expliquent, oui, mais finalement, ceux qui se font prendre aujourd'hui, c'est moins bien. Je pense que ce n'est pas sain que la France tolère en son sein cette espèce de vague puritaine, et je pense qu'il faut porter haut les cœurs le droit pour un homme public de faire des choses dans sa vie privée qui soit de l'ordre de la légèreté et de la frivolité. On a des auditeurs en ligne, juste à préciser quand même que la vidéo date de 2018. Il s'est engagé dans la campagne après, donc il a pu... Ça veut dire qu'on peut vous ressortir toute votre vie des vidéos qui ne sont peut-être plus en accord avec l'homme que vous êtes aujourd'hui et que vous avez été. Vous avez pu tromper votre... Je ne justifie en rien ce qui s'est produit. Simplement, il faut se poser un certain nombre de questions. Quand vous êtes un homme public, la réalité, c'est que vous vous mettez en scène. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas... Mais c'est pas puritain. Et je revendique le droit, effectivement, à ce que chacun puisse faire ce qu'il souhaite. Mais il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, vous avez le risque que ce soit connu. C'est tout. Allez, Nathalie est en ligne avec nous. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Biarritz. Oui, Bayonne. Bayonne, pardon. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Vous vouliez nous dire quoi? Je voulais vous dire, depuis le début de cette affaire, Benjamin Griveaux, c'est la victime. Alors, c'est la victime pour tout le monde. C'est la victime pour l'opposition, pour la majorité et pour la quasi-totalité des journalistes. Et personne ne parle des conséquences sur sa famille, sa femme, ses enfants. Bien sûr que si. Oui, aujourd'hui, sur votre radio... on en a parlé vendredi aussi. Et beaucoup de gens ont dit, on pensait à sa famille. Mais allez-y, allez au bout de votre pensée. Moi, je ne l'ai pas beaucoup entendu, notamment sur les journaux qui passent à 20h, sur les chaînes d'infos, on ne l'entend pas. Alors moi, monsieur Benjamin Griveaux, c'est un adulte, il est majeur et vacciné. Alors vous dites qu'il ne devait pas savoir qu'il pensait que ce serait effacé, mais tout le monde sait que avant que ce soit effacé, il y a 1 million de gens qui peuvent la regarder, et en plus, on peut les sauvegarder sur le téléphone avant qu'elles soient effacées. Donc voilà, moi, ce qui me choque beaucoup, je pense que la vie privée de Madame Griveaux, elle est aussi bien perturbée. Vous imaginez ces enfants à l'école, tout le monde sait que ce sont les enfants de Benjamin Griveaux, les voisins. Enfin voilà, moi je trouve que ce monsieur, il est quand même, il a une attitude bien légère, et qu'on le présente vraiment comme une victime, et moi je trouve qu'il est coupable. Bon, très bien. Mais mais il est responsable de ce qu'il a fait, bien évidemment. Valérie également est en ligne avec nous. Bonjour, vous nous appelez du Havre. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle, je vais réagir vite fait à ce qu'a dit la petite dame juste avant. Déjà, M. Griveaux n'est pas coupable. Pour être coupable, il faut avoir commis un délit, et en l'occurrence, ça n'est pas un délit. Donc, je pense que les gens, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent un petit peu de se prendre pour les moralisateurs du net et d'Internet, parce qu'à ce moment, on a quand même une vague, et je rejoins un petit peu une personne du plateau qui lui disait, de puritains, de gens qui sont parfaits, merveilleux, qui n'ont jamais... Alors, quand on regarde la société, personne n'a jamais regardé de film de cul, personne n'a jamais trompé sa femme, personne n'a jamais pensé à autre chose. Les Français découvrent que les hommes politiques français ont une vie sexuelle, oh mon Dieu, d'un seul coup. Les hommes et les femmes ont une vie sexuelle. C'est quand même incroyable. Et ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que ce sujet-là devrait faire réfléchir beaucoup plus de personnes. Parce que ça arrive à des adolescents. Énormément, puisque c'est la mode, c'est ce qu'on appelle des nudes actuellement. Donc c'est la mode. Et par exemple, j'ai la fille, j'ai une amie de ma fille qui en a fait les frais, malheureusement, et qui est en arrivée à la tentative de suicide. Donc c'est une violence psychologique énorme ce qui vient de se produire. C'est inacceptable dans notre société de voir des gens se
se réjouir d'avoir divulgué une vidéo dont tout le monde à la base se fout. Ça regarde uniquement Benjamin Griveaux, il fait ce qu'il veut de sa sexualité, ça ne nous regarde pas à partir du moment où il est dans les règles, c'est-à-dire qu'il n'a pas été voir une mineure. Il aurait été voir une mineure, là ça aurait été scandaleux. Là il n'a rien fait d'illégal. Mais à l'argument qui est renvoyé, qu'on entend également de dire il a fait la promotion, en gros il a fait, quand il a fait campagne sur je veux être le maire de toutes les familles, donc en posant avec sa femme, etc. Et donc ce qu'on lui reproche, qui peut lui être reproché, c'est qu'il y a un décalage entre sa vie privée et ce qu'il dit. Genre, quand on est un bon père de famille, entre guillemets, dans la morale, on ne trompe pas sa femme. Dans la morale catholique, c'est ça, non ? Oui, non, mais voilà. Et autres. Après, il a trompé sa femme, on va relativiser les choses. Il y a eu un échange de messages, qui était un jeu. Sa femme est peut-être au courant. Sa femme, absolument, je suis d'accord. On ne connaît pas l'histoire, je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de commentateurs. Il y a beaucoup, on va repartir très loin. À l'époque, mon grand-père avait des problèmes, n'avait aucune envie de désireuse sexuelle. Ma grand-mère avait le droit d'avoir un amant. On ne sait pas ce qui s'est les accords du couple. Ce qui se passe on ne sait pas ce qui se passe dans un couple. Il y a beaucoup de couples qui tolèrent ou qui vont accepter ou qui sont dans des pratiques sexuelles que d'autres personnes vont juger parce qu'elles sont dans des cases, dans des clichés. Mais on a dépassé ce stade-là. Ce qui est dangereux, effectivement, c'est la diffusion publique qui a été bien orchestrée par un pseudo-artiste un peu fêlé quand même, avec Juan Branco et Tutti Quanti. C'est toute une machination derrière pour faire tomber une personne politique. Et ça n'a pas de sens. On attaque une personne politique sur sa politique. Un homme politique, on ne l'attaque pas sur son privé. Alors, merci Valérie de cette intervention. Non, mais je veux dire, moi, c'est pas la question morale. Bien sûr qu'il n'y a pas de question morale sur ce qu'a fait Griveaux. Il fait ce qu'il veut de sa vie sexuelle. C'est pas le problème. Le problème, c'est que, encore une fois, moi, ce que je constate, c'est son absence de professionnalisme, en l'occurrence. Il sait très bien comment fonctionne aujourd'hui le dispositif et qu'il s'est mis en danger lui-même, c'est tout. Mais est-ce que c'est la question ? Est-ce que la question, c'est pas pourquoi aussi ces vidéos... C'est la question parce qu'il était obligé de sortir du jeu, quand même. C'est la première question. La seconde question, c'est qui, et c'est ce qu'évoquait notre auditrice Valérie à l'instant, c'est qui a orchestré ça et dans quel but ? Clairement, c'était pour nuire à Benjamin Griveaux. Oui. Voilà. Mais il semblerait qu'il y ait d'autres vidéos avec d'autres hommes politiques. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une manière de déstabiliser évidemment, mais c'est aujourd'hui comme depuis toujours. Ça s'appelle le compromat. C'est vieux comme le KGB. Non, mais bien sûr. Je suis sûr que ça existait avant même. Donc vous parlez d'ingérence russe. Encore une fois, mais je parle de technique de déstabilisation. Si vous voulez avoir un politique à votre botte, c'est simple. Vous le filmez dans des positions délicates et vous dites j'ai la cassette. Et encore une fois, c'est la technologie qui le permet. Avant qu'il y ait des cassettes, il fallait trouver d'autres moyens. C'était l'argent, c'est la corruption, c'est une façon de tenir les gens. Là, vous le faites exploser en vol, mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un d'élu et ensuite vous lui faites faire exactement ce que vous voulez parce que vous avez la cassette. Mais souvenez-vous, dans les années 60, il y a un ambassadeur de France qui, à Moscou, s'est retrouvé dans cette situation parce que les services secrets soviétiques avaient mis une jeune fille à corte dans son lit, que ça avait été filmé, et le général de Gaulle l'avait rapatrié en France immédiatement parce qu'il considérait que, évidemment, il était mis sous pression et sous contrainte par la Russie. Oui, mais enfin, on dit aussi que Edgar Hoover, c'est pas que la Russie, c'est pas que la Russie, utilisait cette méthode. J'imagine qu'il n'y a pas un service de renseignement qui utilise pas cette... Je retiens quand même que Joachim Sonforger est allé sur des plateaux de télévision pour dire, en réalité, il y a une officine derrière, avec au moins 2 jeunes femmes qui sont chargées d'appâter des hommes politiques et de les compromettre. Et donc, je crois aux institutions. Lorsqu'un député de l'Assemblée nationale dit devant des caméras de télévision en direct ce genre de choses, c'est que je pense que manifestement, il y a la conviction chez beaucoup, et qui est très plausible et probable, que cette opération est une opération téléguidée, est une opération de torpillage. Et que ce qui est plutôt intéressant, c'est de savoir, en effet, quel est le lien entre ce torpillage et l'avocat Juan Branco, qui joue révolutionnaire vivant du RSA, mais qui habite un somptueux appartement du 6e arrondissement de Paris et qui manifestement mène grand train. En même temps torpiller un bateau qui coule, parce que le pauvre Benjamin Griveaux était dans les fins fonds des sondages. Le sondage allait sortir en expliquant qu'il avait perdu. On torpillait un peu le Titanic. Sauf que celui qui est torpillé dans l'affaire
c'est pas Benjamin Griveaux, c'est Emmanuel Macron, bien entendu. Et que c'est une façon... On pourrait retourner les choses dans l'autre sens en disant il s'est débarrassé d'un candidat, Griveaux, qui plombait, il a choisi quelqu'un d'autre. Le ministre de la Santé en difficulté. Voilà. Juste une chose sur Juan Branco, qui depuis 2 jours raconte que le parquet l'a dessaisi de la défense de Piotr Pawlenski. C'est impossible. Et apparemment, il n'est pas l'avocat de Piotr Pawlenski, qui avait demandé à une autre avocate pénaliste, qui a refusé d'ailleurs de le défendre. Ah bon? Lui et sa compagne, apparemment ce week-end. Non, mais il y a un imbroglio. C'est une affabulation de. Alors, parce que Marie-Alix Canu-Bernard est son avocate. Marie-Alix Canu-Bernard est son avocate aujourd'hui. Dimanche, aujourd'hui, elle a dit qu'elle reprenait l'affaire. Parce qu'apparemment, hier soir, elle disait que non, elle lâchait l'affaire. Enfin, toujours est-il que ce n'est pas le parquet, comme il le dit, que ce n'est pas qui a dessaisi, puisque c'est impossible. C'est peut-être son bâtonnier. C'est peut-être tout simplement Piotr Pawlenski qui ne veut pas de lui comme avocat, ce qui semble être la chose la plus plausible aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé amusant, c'était d'entendre les députés En Marche qui voulaient absolument maintenant, immédiatement expulser monsieur... Oui, il y en a eu un qui a dit qu'on le fout dehors. En fonction de qui on attaque, qui est attaqué, les réactions sont différentes. Karine est en ligne avec nous. Karine, bonjour. Oui, bonjour à tous. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Benedetti a dit sur le comportement de Benjamin Griveaux, et ce que d'ailleurs Serge July également a commenté de façon un peu plus dure. Mais si vous voulez, je crois que là... Oui, là, on essaye. Moi, ce qui m'alerte et ce qui me choque, c'est qu'on essaye de déplacer encore une fois le problème sur la culpabilité légale ou pas, effectivement, de Benjamin Griveaux. On n'est pas là en train de juger sa sexualité. Il fait ce qu'il veut. Ce qui est important et ce qui me paraît totalement indissociable de n'importe quel homme politique et de responsabilité de serviteur de l'État, c'est la personnalité de l'individu. Est-ce qu'on a envie d'avoir quelqu'un comme ça au pouvoir? Et si on remet les choses dans un contexte plus large, de l'environnement, je suis désolée, de l'entourage d'Emmanuel Macron et de la marque de fabrique de ce gouvernement, c'est quand même l'hubris, l'arrogance, un côté puéril et immature, et de personnes qui ne supportent pas d'être empêchées ou d'être contredits. Et si vous voulez, là, ce qu'il a fait est tellement lamentable, et je veux dire, mais il fait ce qu'il veut, effectivement. Mais quand vous disiez tout à l'heure, ah bah oui, mais on va rechercher des choses, mais c'était en 2018, il était déjà au gouvernement. Il ne pouvait pas ignorer, encore une fois, lui-même a traité les gens d'imbéciles, d'idiots. C'est un gouvernement qui n'arrête pas d'exhorter les gens à être plus responsables, à se prendre en charge, etc., etc. Et eux-mêmes, lorsqu'ils font ce type de bêtises, encore une fois totalement puériles et stupides et lamentables, demandent l'indulgence et l'empathie du public. Ça n'est pas possible. Et je terminerai juste par là, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement, sur l'histoire de Juan Branco, etc., et de la Russie, et de cette espèce de théorie de complot que Emmanuel Macron maintenant nous ressort de façon évidemment très pratique pour lui. C'est que vous remarquerez que maintenant, qui est-ce qui met en avant? Et lorsqu'on demande aux Français finalement quelles sont les personnes du gouvernement qu'ils apprécient plus, vous avez Monsieur Blanquer et maintenant Agnès Buzyn. Et vous remarquerez que les personnalités sont des gens qui sont beaucoup plus réservés, qui sont déjà des gens beaucoup plus matures, avec beaucoup plus d'expérience. Et finalement, c'est ça dont les gens ont envie. C'est à l'opposé total de ce que Monsieur Macron et son entourage proche. Et c'est quand même formidable, quand même. Alors moi, je demande aux Français pourquoi est-ce qu'ils ont voté pour quelqu'un comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un manque quand même de pertinence, ou alors ils se sont fait avoir parce que c'est le monde nouveau et qu'ils imaginaient que quelqu'un de jeune qui est en totale, et qui d'ailleurs veut être toujours en totale rupture, il y a une rupture de la transmission avec ça. Moi, c'est ça qui, au niveau sociétal, m'inquiète le plus. Au lieu justement d'encourager les gens à travailler entre plusieurs générations, on a l'impression qu'il veut faire une sorte de génération spontanée qui est, comme on dit, les œufs sont plus intelligents que les poules. C'est-à-dire que tous les gens en amont seraient totalement stupides, et lui détient la vérité et c'est tout. Et ben voilà, on voit le résultat de l'hubris. Et je veux pas faire d'humour déplacé, mais Monsieur Griveaux était dans le cabinet de Monsieur Strauss-Kahn. Je ne sais pas si c'est là où il a eu l'inspiration, mais je trouve ça vraiment dramatique. Merci beaucoup, Karine. Merci. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouvez ensuite André Berkoff. Je suis avec Arnaud Benedetti, Éric Verhaeghe, Alexis Poulain et Jérôme
Rivière. Parlons quand même d'Agnès Buzyn, qui donc sera la nouvelle candidate à Paris, médecin elle-même. Donc c'est un médecin qui va la remplacer. La candidature de l'ancienne ministre des Solidarités de la Santé a été annoncée hier. Elle avait pourtant refusé vendredi même de s'impliquer dans la campagne parisienne. Là, il faut dire qu'elle a abandonné son poste pour s'engager dans cette campagne un peu contrainte et forcée, peut-être. Baïonnette dans le dos. Pardon ? Baïonnette dans le dos, puisque visiblement, c'est quand même un choix qui est politiquement absurde. C'est-à-dire abandonner un poste de ministre qui n'était pas en danger, puisque elle n'était pas la ministre dans le collimateur en particulier, beaucoup moins que Castaner en tout cas. Et elle abandonne un poste de ministre pour une campagne qui est quand même bien mal embouchée, dont on peut penser qu'elle n'en sortira pas vainqueur. Et on est à peu près sûr qu'en tout cas, elle ne retrouvera pas de poste de ministre, à moins qu'elle ait obtenu cette promesse de retrouver un poste de ministre à l'issue de la campagne. Il y a un tweet de Jean-Michel Blanquer qui fera date, c'est on est tous derrière elle. On n'est pas tous avec toi. C'est elle devant et tous derrière, comme le petit cheval blanc de la chanson de Georges Brassens, quoi. Donc elle est là pour se prendre l'éclair. C'est vraiment ça. Et ça montre aussi le manque de profondeur de ce parti qui est sorti de nulle part, d'agrégat, où finalement il n'y a pas de ténor, parce qu'il fallait quelqu'un connu nationalement pour la mairie de Paris, parce que derrière on enlève une ministre pour mettre finalement un référent santé de la campagne d'Emmanuel Macron. Enfin, le cercle est très faible, à la fois d'experts, mais aussi à la fois de ténors, enfin de gens qui sont... Alors, on peut critiquer les professionnels de la politique, mais ça a du bon, dans le sens où finalement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... On sait ce que c'est que le métier de politique, parce que ce n'en est peut-être pas un, mais il y a quand même des codes. La preuve avec cette malheureuse affaire Griveaux. Ouais. Arnaud Benedetti. Elle a plusieurs handicaps, si vous voulez. Le premier handicap, d'abord, c'est que fondamentalement, il va falloir que de ministre technicienne, elle devienne un animal de campagne à peu près en un mois. Elle n'a jamais vu un terrain électoral de sa vie. Donc il faut qu'elle découvre ça. Je vois mal, la muse opérer aussi rapidement. Deuxième sujet, il va falloir qu'elle s'acculture aux sujets locaux, aux enjeux locaux. C'est pas des dossiers dont elle est forcément familière également. Donc ça, c'est un deuxième souci. Le troisième souci, c'est que ça va encore plus nationaliser le scrutin parisien, parce que elle vient de sortir de son ministère. Elle avait quand même 2 sujets majeurs. Je suis désolé, la crise des hôpitaux plus la réforme des retraites. Je passe sur le coronavirus. Donc ça veut dire que quand même le choix qui a été fait là est un choix qui repolitise encore plus le scrutin parisien, qui était extrêmement difficile pour La République En Marche et qui traduit en creux ce que vient de dire Alexis Poulain fort justement, le manque de ressources humaines politiques au sein de ce nouveau parti qui est La République En Marche. Jérôme Rivière. Moi, ce qui me choque profondément, c'est la différence de traitement entre ce que fait Agnès Buzyn, qui part aux élections municipales à Paris, démissionne de son portefeuille de ministre parce que effectivement une campagne municipale, ça prend beaucoup de temps, c'est extrêmement consommateur d'attention. Et exactement. Mais non, Le Havre est une grande ville et le poste de Premier ministre est infiniment plus important que le poste de ministre de la Santé. Il a à connaître aujourd'hui tous les sujets. C'est qu'on évolue la sortir aussi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un ministre à temps partiel alors qu'il y a des sujets extrêmement importants auxquels la France est confrontée, et que c'est une sorte de désarroi et de désespoir dans lequel se trouve La République En Marche, qui n'a finalement quasiment aucune personnalité. Et donc on se retrouve avec un Premier ministre à temps partiel, on a un ministre de la Santé qui en pleine crise, elle vient d'être évoquée, une série de crises, va découvrir lui aussi les sujets. C'était sans doute pas le moment de faire... il était Olivier Véran qui est neurologue. Rapporteur général du budget d'affaires. Mais c'est pas la même chose. Excusez-moi, pour avoir été en cabinet ministériel, je peux vous dire que quand on est dans un ministère, c'est pas la même chose que quand on est au Parlement et qu'on connaît les dossiers. On les connaît de façon très différente. Ça fait un bout de temps qu'il se prépare à être ministre. Quand il faut les gérer, il va lui aussi récupérer une équipe qui n'est pas la sienne. Et donc ça prendra du temps. On a Jacques en ligne avec nous qui nous appelle de Toulouse. Pardon Jacques, vous avez attendu un petit peu longtemps. Oui, ce n'est pas grave. Bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Donc, petit aparté tout d'abord sur Benjamin Griveaux. Certes, Benjamin Griveaux n'a pas commis de faute morale ou de faute politique. Il a tout simplement commis une faute professionnelle en s'exposant de la sorte et en permettant l'instrumentalisation qui s'en est suivie. Maintenant, de crier, je dirais, à la démocratie en danger suite à l'affaire Griveaux me paraît tout à fait excessif. Petit commentaire aussi au sujet d'un de vos invités qui se met
en parangon je dirais, de la vie privée, et qui ne trouve rien de mieux que de donner des éléments de la vie privée de M. Branco. Je trouve ça assez surréaliste. Vous faites allumer sur les réseaux pour avoir dit qu'il habitait boulevard Saint-Germain, mais c'est plus... J'ai pas dit boulevard Saint-Germain, j'ai dit dans le 6e arrondissement. C'est public, c'est public. Et assez schizophrénique comme procédé. Enfin bon, je vais en revenir maintenant à Madame Buzyn, qui elle, donc... a accepté donc de remplacer Benjamin Griveaux au pied levé. Donc, bien évidemment, elle coche de nombreuses cases pour cette campagne. Bon, elle représente un petit peu le contrepoint de Benjamin Griveaux. Hein. On remédie à l'arrogance par un peu plus de tempérance. Hein. Reste qu'on peut quand même s'interroger aussi sur le sens de l'État et de l'intérêt général de la Macronie. Car déserter en pleine crise sociale et sanitaire pour s'engager en race campagne sur un projet pour Paris que l'on n'a pas préparé, je pense que ça en dit long sur les méthodes de ce gouvernement et de cette majorité. Alors ce matin, Agnès Buzyn, pendant sa passation de pouvoir, a parlé du déchirement au moment de quitter son ministère. Moi, je voudrais simplement lui rappeler la déchirure que vivent chaque jour les personnels hospitaliers et plus généralement un grand nombre de Français. Donc je pense que les gens aujourd'hui ont les éléments pour apprécier les méthodes de la Macronie. Ouais, voilà, merci beaucoup Jacques. Oui, en termes de communication, c'est pas, ce que ça renvoie d'une ministre qui quitte un ministère en crise, Arnaud Benedetti, et pas forcément... On a vu que de toute façon, toutes les oppositions à Madame Buzyn dans cette campagne municipale se sont ruées sur cet argument pour montrer que finalement, Madame Buzyn quittait de manière précipitée son ministère alors qu'elle a un certain nombre de dossiers particulièrement lourds à gérer. Voilà, et qu'elle est là pour colmater une brèche qui finalement était inattendue dans la campagne de Monsieur Griveaux. Vous ne pensez aucun d'entre vous qu'elle peut avoir des chances, qu'elle est une personnalité qui est moins clivante que ne peuvent l'être Rachida Dati ou C'est un casting qui fait plus de sens que Nathalie Loiseau, par exemple. Oui. Haute ministre expliquée. Non, mais parce que c'est tu. Alors voilà. Elle s'en est pas trop mal sortie, Nathalie Loiseau. Oui, finalement. Elle a eu de la chance parce qu'il y avait l'étiquette derrière, mais bon, c'était quand même une campagne catastrophique. Et là, mais c'est pas une députée qui fait non plus très grand effet au Parlement européen. Non, voilà, mais c'est. Non, mais les meubles ont été sauvés. Une femme contre les autres femmes, Rachida Dati, et puis Anne Hidalgo. Daniel Simonet, Anne Hidalgo, pour citer je crois que c'est les 4, après des candidats. Pourquoi pas, mais je crois que de toute façon, la messe est dite pour cette campagne. Ça va être difficile dans les quelques semaines qui viennent de renverser la vapeur. Absolument. Merci à tous les 4. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera à ce micro. Très bonne journée sur Sud Radio.